Beaucoup pensent que les alliés les plus proches de l'Amérique sont dans l'OTAN, comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Cependant, lorsque Washington s'est préparé à la guerre contre l'Iran, lors de la guerre de 12 jours en juin 2025, puis à nouveau en février 2026, quelque chose d'inattendu s'est produit. Plusieurs alliés de l'OTAN ont hésité, ont trouvé des excuses ou se sont complètement retirés. En revanche, un pays s'est engagé rapidement et fermement. Israël. Cette situation soulève une question. Le partenaire le plus fiable de l'Amérique peut-il vraiment rester hors du système de l'OTAN ? Est-ce que c'est une possibilité ? Pour répondre, explorons comment l'Iran est devenu le principal ennemi des États-Unis dans la région, et qui nous a soutenus durant cette période. Pour comprendre ce changement, revenons sur les moments clés ayant remodelé le Moyen-Orient. En 1979, une révolution a balayé l'Iran, renversant le Shah Mohammad Reza Pahlavi, un dirigeant soutenu depuis longtemps par les États-Unis. Un nouveau gouvernement islamique, mené par des religieux révolutionnaires hostiles à l'influence américaine, a alors émergé. Cela a marqué le début d'une relation hostile. La relation s'est effondrée soudainement, alors que les tensions augmentaient. En novembre 1979, des étudiants révolutionnaires ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran. Ils ont pris en otage 52 diplomates et membres du personnel américain. Cette crise a duré 444 jours, devenant une humiliation nationale pour les États-Unis. Cela a également marqué la fin de l'ancienne relation. Avant la Révolution, l'Iran était l'un des partenaires les plus importants des États-Unis au Moyen-Orient. Il est ensuite devenu l'un des adversaires les plus acharnés des États-Unis. Cette transformation a profondément changé l'équilibre des pouvoirs dans la région et préparé le terrain au conflit actuel. Cette rivalité s'est aujourd'hui transformée en pure animosité, faisant de l'Iran un ennemi des États-Unis. Les relations actuelles sont le résultat d'une lutte qui dure depuis 47 ans depuis la Révolution, au cours de laquelle l'Iran et ses groupes mandataires ont tué des Américains à un rythme alarmant. Cela va des 241 Marines à Beyrouth, aux attentats contre les ambassades ayant coûté la vie à plus de 200 personnes. Leurs engins explosifs improvisés à charge creuse en Irak et en Afghanistan ont causé des centaines de victimes supplémentaires. Certaines estimations évoquent plus de 1000 morts et des milliers de mutilés. Passons maintenant au 7 octobre 2023. Le Hamas, financé et armé par Téhéran, a tué au moins 41 Américains, parmi les 1200 personnes assassinées en Israël. Depuis fin 2023, des attaques menées par des groupes mandataires ont blessé plus de 180 militaires américains et tué plusieurs d'entre eux en Jordanie et en Syrie. Ces événements ont remodelé la perception de Washington à l'égard de l'Iran, consolidant son statut de principal ennemi des États-Unis dans la région. Il compte parmi les personnes les plus maléfiques que la Terre ait jamais connues. Ils décapitent des bébés, ils coupent des femmes en deux, mais ils ont bien regardé le 7 octobre. Regardez ce qu'ils ont fait au cours des 47 dernières années. Alors que cette menace grandissait, un pays de la région observait de près, Israël. En raison de sa proximité et de ses enjeux sécuritaires, Israël considère la montée de l'Iran comme une menace existentielle. La situation empire car le gouvernement iranien a publiquement appelé à la destruction d'Israël et soutenu des groupes militants opérant le long des frontières d'Israël, comme le Hezbollah au Liban. Pour Israël, ce n'était pas un problème géopolitique quelconque, c'était une menace directe et immédiate. Israël a donc réagi comme à son habitude, il s'est préparé. Israël a fortement investi dans ses capacités militaires et de renseignement, dotant son armée de l'air d'une technologie parmi les plus avancées au monde. Ces agences de renseignement ont implanté des réseaux en zone hostile, et le pays a développé des systèmes de défense antimissiles avancés. Ces systèmes ont été conçus pour intercepter les attaques avant qu'elles ne puissent atteindre les villes israéliennes. Cet engagement envers la préparation militaire fait d'Israël l'un des alliés américains les mieux préparés. La supériorité d'Israël se voit aussi dans les chiffres militaires. Avec près de 300 avions de chasse opérationnels, Israël dispose de plus de chasseurs de première ligne que toute grande puissance de l'OTAN. Oui, c'est plus que la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne. Et cela malgré une population d'environ 10 millions d'habitants contre 55 à 80 millions pour chacun de ces pays. En cas de crise, l'essentiel n'est pas la taille, mais la capacité à déployer des avions de chasse avancés au bon moment. De plus, alors que les alliés de l'OTAN dépensent généralement environ 2% de leur PIB pour la défense, Israël fait plus. Il consacre près de 9% de son économie à l'armée chaque année. C'est une marge énorme. Cet investissement élevé, combiné à un service national obligatoire qui maintient les réservistes prêts à une mobilisation rapide, crée une armée très agile, constamment mise à l'épreuve par de réelles menaces, à cause des forces soutenues par l'Iran dans la région.
Cette pression constante oblige à des réparations immédiates lorsque les systèmes échouent, et à une adaptation rapide lorsque de nouveaux dangers apparaissent. Cela a fait d'Israël l'une des forces les plus aguerries et innovantes au monde. Cet état de préparation permanent a transformé Israël en bien plus qu'une simple puissance régionale. Israël est devenu l'un des partenaires militaires et de renseignement les plus compétents des États-Unis. Ce partenariat a pris de l'importance après la révélation du programme nucléaire iranien. D'accord, faisons une pause. Si tu es là à hocher la tête en te disant « Attends, le petit Israël a plus de chasseurs prêts au combat que les grands membres de l'OTAN. C'est vraiment eux qui prennent l'initiative ? Oui, c'est fou !» Si tu comprends et veux voir la prochaine vidéo sans filtre, fais-moi plaisir. Laisse un like pour que plus de gens la voient. Abonne-toi si tu n'es pas déjà dans l'équipe. Active la cloche pour ne rien manquer quand ça deviendra encore plus intense. Ça marche ? D'accord, continuons. Au début des années 2000, des inspecteurs internationaux et des agences de renseignement ont trouvé des preuves que l'Iran développait des sites d'enrichissement d'uranium. L'enrichissement de l'uranium produit du combustible pour centrales nucléaires, mais peut aussi servir à fabriquer des armes nucléaires. Cette découverte a entraîné des années de négociations difficiles entre l'Iran et les grandes puissances, aboutissant à un accord en 2015. Appelé Plan d'action global commun. Cet accord prévoyait que l'Iran limite ses activités nucléaires en échange d'un allègement des sanctions internationales. Beaucoup de gouvernements européens ont soutenu l'accord, pensant qu'il réduisait le risque nucléaire et favorisait la diplomatie, mais le scepticisme demeurait. Les États-Unis et Israël ont accueilli l'accord avec méfiance, estimant qu'il ne faisait que retarder, sans stopper, les progrès nucléaires de l'Iran. Ils ont aussi averti que l'allègement économique risquait de renforcer l'influence de l'Iran au Moyen-Orient, accentuant ainsi les inquiétudes américaines. Cette perspective a renforcé l'image de l'Iran comme une menace persistante, montrant la nécessité de fortes alliances. Et ce désaccord a mis en évidence une division plus profonde au sein de l'alliance occidentale. Les gouvernements européens privilégiaient l'engagement diplomatique avec Téhéran, tandis qu'Israël adoptait une approche sécuritaire plus stricte. Pour Israël, même un faible risque d'Iran nucléaire était inacceptable. Face à ce danger, les États-Unis ont renforcé leur collaboration avec Israël. Le partage de renseignements s'est accru, et les militaires ont coordonné leurs réponses à d'éventuelles attaques iraniennes. Les deux pays étudiaient les mêmes problèmes, sous des angles légèrement différents, et parvenaient à des conclusions similaires. Parallèlement, l'Iran devenait de plus en plus capable et confiant. En 2015, il avait testé le missile Imad, un missile guidé de précision avec une portée de 1700 km. En 2017, le missile Khorramshahr a étendu cette portée à 2000 km. En 2019, les drones et missiles de croisière iraniens ont frappé les installations pétrolières saoudiennes avec une précision alarmante. Au début des années 2020, l'Iran a élargi son arsenal avec des systèmes comme le drone Shahid 136. Avec tous ces développements, d'ici 2025, le programme de missiles et de drones de l'Iran était devenu l'un des plus importants du Moyen-Orient, le rendant capable de frapper des cibles à des milliers de kilomètres, avec une précision croissante. Pour Israël, ces armes représentaient une menace directe pour ses villes et ses bases militaires. Pour les États-Unis, elles menaçaient davantage ses forces au Moyen-Orient et les infrastructures énergétiques mondiales. Après des années de tensions et la mort de soldats américains causés par l'Iran, l'arsenal d'Israël est devenu une préoccupation majeure. C'est pourquoi, lorsque les tensions avec l'Iran ont recommencé à monter, le partenariat américano-israélien a réagi rapidement. En juin 2025, Israël a lancé des frappes préventives. Les États-Unis ont utilisé des bombes anti-bunkers, et un cessez-le-feu fragile a tenu jusqu'à sa rupture en 2026 lors de l'opération Fureur épique. Cette opération américaine a tué Ali Khamenei, le guide suprême. Cela a déclenché des tirs de missiles iraniens sur les bases américaines au Qatar, Koweït, Émirats arabes unis et ailleurs, causant des victimes civiles et un chaos sur les marchés pétroliers. Face à la montée des enjeux, les canaux de renseignement entre les États-Unis et Israël se sont activés. Les militaires ont coordonné leurs options et préparé les défenses à une escalade. D'autres partenaires hésitaient ou privilégiaient la diplomatie, ce qui s'est vu quand les États-Unis ont eu besoin d'utiliser les bases alliées pour attaquer l'Iran. Pendant des décennies, les États-Unis ont compté sur un réseau de bases en Europe, souvent dans des pays de l'OTAN, capables en théorie de soutenir des opérations hors du continent. En réalité, la situation était plus complexe. Avec la montée des tensions avec l'Iran, certains gouvernements européens étaient réticents aux frappes directes. Les dirigeants redoutaient une escalade et des représailles contre leurs villes ou approvisionnements énergétiques. Plusieurs alliés ont donc restreint l'utilisation de leurs bases.
Certains autorisaient les opérations défensives, mais limitaient les offensives. D'autres restreignaient les types d'appareils autorisés sur leur territoire. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a salué les actions américaines et israéliennes, affaiblissant les capacités nucléaires et balistiques de l'Iran. Cependant, il a précisé que l'alliance resterait en dehors du conflit. Ce désengagement collectif illustre la difficulté à compter sur les alliés traditionnels face à un ennemi commun. Depuis des décennies, l'OTAN se présente comme l'alliance militaire la plus puissante, reposant sur une promesse simple : attaquer l'un, c'est attaquer tous. Alors que la guerre entre les États-Unis et l'Iran s'intensifie, cette promesse est mise à l'épreuve. Le président Trump met désormais en doute la volonté de l'OTAN de combattre aux côtés de Washington, après le refus de plusieurs alliés européens de participer à la guerre. Les hésitations ont eu un impact sur la logistique. L'Espagne a interdit aux États-Unis d'utiliser les bases clés de Dorota et Moran pour des frappes contre l'Iran. Elle a affirmé que les opérations devaient respecter le droit international et avoir un large soutien. La France a restreint les survols, rallongeant les itinéraires des missions de plusieurs milliers de miles. Le Royaume-Uni a cantonné Diego Garcia à des rôles défensifs et offert un soutien minimal. Toutes ces mesures n'étaient pas des confrontations publiques. C'étaient des obstacles discrets, obligeant les planificateurs américains à rediriger, retarder et repenser. Quand les bases sur lesquelles vous comptiez disent soudainement non, il vous faut un partenaire qui dit oui sans hésitation. Israël a fait exactement cela, offrant un accès fiable au cœur de la région, essentiel pour les efforts américains contre les menaces iraniennes. Un exemple historique montre comment les relations au sein de l'OTAN ont fonctionné en temps de crise. Pendant la guerre des Malouines en 1982, l'Argentine a envahi un territoire contrôlé par le Royaume-Uni dans l'Atlantique Sud. Au début, les États-Unis voulaient rester neutres, pendant qu'Alexander Haig tentait une médiation diplomatique. En coulisses, l'administration Reagan s'est rapprochée de son partenaire de l'OTAN, Washington, apportant un soutien logistique crucial à la Grande-Bretagne pour organiser une riposte. Cela incluait du carburant, des renseignements du réseau Five Eyes et l'accès à la base aérienne de l'île de l'Ascension, devenue un point de transit clé pour les avions britanniques, et les opérations de transport à travers l'Atlantique. Les États-Unis ont aussi rapidement fourni des missiles IM-9 Sidewinder et d'autres équipements pour reconstituer les stocks britanniques durant la campagne. Ce soutien a été crucial pour le succès britannique dans la reprise des îles, bien qu'il ait pu tendre les relations américaines avec plusieurs pays d'Amérique latine. Cet épisode montre que lorsqu'un allié clé subit une agression directe, Washington est historiquement intervenu pour lui apporter un soutien défensif. Aujourd'hui, face aux menaces des groupes alliés de l'Iran et à ses ambitions nucléaires, certains partenaires de l'OTAN, loin de l'Europe, privilégient la diplomatie et les préoccupations internes à une action immédiate. Israël, contrairement à d'autres gouvernements européens, voyait l'Iran comme une menace existentielle, les dirigeants iraniens appelant à détruire l'État israélien. Ils ont armé des groupes militants près des frontières d'Israël. Pour Israël, cette confrontation n'est pas un débat géopolitique, mais une question de survie. Alors que les dirigeants de l'OTAN débattèrent des options diplomatiques, les événements sur le terrain évoluaient beaucoup plus rapidement. Les agences de renseignement israéliennes ont commencé à partager des informations de ciblage détaillées avec leurs homologues américains. Les systèmes de défense aérienne étaient reliés au réseau américain, ce qui permettait aux deux camps de voir les mêmes menaces en temps réel. Cette coordination rapide résultait de décennies de coopération et d'une confiance profonde entre les deux armées. Israël occupe un statut particulier à Washington. Il est officiellement reconnu comme un allié majeur hors OTAN des États-Unis. Cette désignation permet une coopération militaire étendue, même si Israël ne fait pas partie de l'alliance de l'OTAN. Au fil des ans, ce partenariat est devenu l'une des relations de défense les plus étroites au monde. Les deux pays effectuent des exercices conjoints, partagent des technologies de défense avancées et coordonnent étroitement leurs renseignements, comme en témoigne leur coopération dans les systèmes de défense antimissiles. Israël a créé le dôme de fer pour intercepter les roquettes à courte portée venant de Gaza et du sud du Liban. Ces roquettes peuvent causer de graves dégâts si elles atteignent des villes ou des zones civiles. Ainsi, le dôme de fer suit les roquettes entrantes et lance des missiles intercepteurs qui les détruisent en plein vol. Depuis son déploiement, le système a détruit des milliers de projectiles et sauvé de nombreuses vies. La fronde de David cible les missiles de moyenne portée. Elle cible les missiles plus rapides et plus lointains. Des ingénieurs américains ont collaboré avec les équipes israéliennes et la coopération continue. Les États-Unis ont tiré des enseignements des résultats pour renforcer leur programme de défense antimissiles. Cependant, le partenariat entre les deux pays ne porte pas uniquement sur la technologie ou le matériel. Le partage de renseignements reste aussi crucial. Israël dispose de l'un des réseaux de renseignements les plus sophistiqués du Moyen-Orient.
Ces agences surveillent les groupes militants, les routes de contrebande d'armes et l'évolution politique régionale, ainsi que les mouvements au Liban, en Syrie, en Irak et ailleurs. Israël, au centre de ces défis sécuritaires, obtient souvent des informations avant qu'elles ne fassent les gros titres dans le monde entier. Étonnamment, les pays avec lesquels on s'attendrait à ce que les États-Unis partagent des renseignements ne coopèrent pas. Certains partenaires de l'OTAN sont désormais prudents à ce sujet. Les Pays-Bas ont récemment limité leur transmission à Washington, craignant d'être trop impliqués dans des conflits ou de dévoiler des sources sensibles. Cette hésitation reflète des débats plus larges au sein de l'Europe, où de nombreux gouvernements préfèrent la diplomatie à une implication directe dans les conflits du Moyen-Orient. Israël adopte une approche très différente. Ses agences de renseignement informent en continu les États-Unis sur les groupes militants, les routes de contrebande et l'évolution politique régionale. Ce flux rapide et constant a permis, dans plusieurs cas, de prévenir des attaques contre les intérêts occidentaux. Le contraste est marqué. Certains alliés de l'OTAN restent en retrait, tandis qu'Israël s'implique pleinement. Cette fiabilité a fait de lui l'un des partenaires les plus sûrs de Washington, parfois plus que certains membres de l'OTAN. Il n'y a jamais eu de président comme Donald J. Trump. Sa détermination, sa capacité à prendre des décisions, sa clarté d'esprit, la façon dont il va droit au cœur des choses. Il élimine tout le superflu, va droit à l'essentiel, se concentre sur le point principal et sur l'action principale à entreprendre. Cependant, cela soulève une question cruciale. Si l'OTAN est si puissante, pourquoi ses membres réagissent-ils différemment lors des crises de sécurité? Pourquoi les États-Unis dépendent-ils autant d'Israël? La géographie explique en partie cela. Les gouvernements européens voient surtout la Russie comme leur menace la plus pressante, surtout depuis la guerre en Ukraine. Des pays comme la Pologne, l'Allemagne et les États baltes, inquiets du conflit à leur porte, adaptent leur planification militaire, leur budget et leur diplomatie à cette réalité. Les États-Unis et Israël perçoivent la région différemment, l'Iran étant au cœur de leurs préoccupations sécuritaires au Moyen-Orient. Son programme de missiles, son réseau de milices par procuration et ses ambitions affichées, influent sur la perception des menaces régionales par Washington et Jérusalem. Face à des dangers différents, les pays fixent naturellement des priorités variées, ce qui explique la diversité de réactions des alliés en crise. La politique intérieure compte aussi. En Europe, l'opinion publique est désormais plus prudente envers les opérations militaires à l'étranger. Le souvenir des guerres longues et coûteuses en Irak et Afghanistan pèse sur les électeurs. Ces conflits ont duré des années et ont donné des résultats mitigés. À cause de cette histoire, de nombreux dirigeants européens avancent prudemment face aux nouvelles missions militaires. L'idée d'autonomie stratégique progresse aussi en Europe. Certains décideurs pensaient que l'Europe devrait réduire sa dépendance au leadership américain pour renforcer son autonomie en défense. Les partisans veulent que l'Europe défende ses intérêts sans dépendre de Washington, tandis que les critiques relèvent l'ironie de la situation. Alors que Bruxelles évoque son autonomie, beaucoup d'armées européennes restent très dépendantes des États-Unis. Cela comprend la logistique, le renseignement et le soutien aérien pour permettre toute opération sérieuse. Le débat se poursuit, notamment à Bruxelles, siège de nombreuses institutions européennes. Pourtant, la question des dépenses militaires reste souvent négligée. Les États-Unis assurent près des 2/3 des dépenses de défense de l'OTAN. Après la fin de la guerre froide, au début des années 90, de nombreux pays européens ont réduit leurs forces armées. Ils ont réaffecté les ressources aux programmes sociaux et au développement économique, convaincus que le risque de grande guerre en Europe avait disparu. Cette décision a creusé d'importantes différences de capacité militaire dans l'Alliance. L'OTAN recommande aux membres de consacrer au moins 2% de leur revenu national à la défense. De nombreux pays peinent depuis des années à atteindre cet objectif, si bien que les forces américaines fournissent souvent les systèmes nécessaires aux grandes opérations militaires. Cela inclut le renseignement satellitaire, les avions de transport stratégique, de ravitaillement et les drones de surveillance avancés. Ces capacités forment la base des opérations militaires modernes. Les États-Unis devraient payer leur juste part, pas la juste part de tout le monde. D'accord. Je crois que les États-Unis payaient 90% de l'OTAN. Le coût pour l'Amérique pourrait être de 100%. Ce déséquilibre est devenu particulièrement évident après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Ensuite, l'OTAN a invoqué pour la première fois sa clause de défense collective, considérant l'attaque contre les États-Unis comme une attaque contre tous ses membres. Des troupes européennes ont rejoint les forces américaines en Afghanistan, symbole fort de solidarité. Mais la mission a révélé un schéma connu. Les États-Unis ont assuré la plus grande part des opérations de combat et du soutien logistique, et ce fait n'a pas changé depuis 2001. Et puisque nous parlons des alliés, oui,
L'Amérique a d'autres alliés importants hors de l'OTAN, surtout en Asie. Le Japon et la Corée du Sud, partenaires essentiels, restent surtout focalisés sur la Chine et la Corée du Nord. Seul Israël est pleinement intégré à la planification militaire américaine. Les analystes qualifient Israël de porte-avions insubmersible servant les intérêts américains au Moyen-Orient, ce qui ramène à la question centrale. Quels partenaires seront les premiers à répondre quand les États-Unis feront face à leur prochaine grande crise de sécurité ? La réponse ne vient pas toujours des alliances auxquelles on s'attend, et les alliances évoluent lentement à mesure que le monde change. Le système de sécurité du XXe siècle était adapté à une époque différente. Pendant la guerre froide, l'OTAN visait à contrer l'Union soviétique et à éviter une guerre majeure en Europe. Après sa chute, l'Alliance a adopté de nouvelles missions. L'OTAN s'est élargie à l'Est et a mené des opérations de paix dans les Balkans et en Afghanistan. Sans ennemi dominant unique, l'Alliance a dû gérer une variété de crises plus petites et complexes. L'Europe renforce sa défense, mais de nouveaux défis émergent. Les accords d'Abraham ont établi des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes. Les accords de normalisation évoluent vers une coopération plus large, avec un essor du commerce, des visites diplomatiques accrues et des discussions sécuritaires plus ouvertes. Cette coopération est surtout motivée par une inquiétude partagée à l'égard de l'Iran. Si ces partenariats se renforcent, la région pourrait développer des systèmes intégrés de défense antimissiles et des réseaux de renseignements communs. De tels dispositifs ne remplaceraient pas l'OTAN, mais pourraient offrir un cadre de sécurité régionale basé sur des menaces communes. Cette idée reflète une tendance mondiale plus large. Les blocs d'alliances rigides du passé cèdent lentement la place à des coalitions plus flexibles. Les pays maintiennent toujours des alliances formelles, mais ils construisent aussi des partenariats, capables de s'adapter rapidement à des défis spécifiques. Cette flexibilité permet au gouvernement de réagir plus rapidement aux menaces changeantes, mais elle crée aussi une incertitude quant à savoir quels partenaires prendront la tête lors des grandes crises. Pendant des décennies, la réponse à la question des plus proches alliés des États-Unis semblait simple, l'OTAN. Mais les événements récents montrent que la réalité est plus complexe. Quand les tensions montent hors d'Europe, les membres de l'OTAN font face à des pressions politiques et à des priorités stratégiques divergentes. L'opinion publique peut rejeter une action militaire, tandis que les intérêts économiques favorisent la diplomatie plutôt que la confrontation. Parallèlement, des partenariats extérieurs à l'OTAN se renforcent. La relation entre les États-Unis et Israël est devenue l'un des partenariats militaires opérationnels les plus étroits au monde. Ainsi, lorsque les tensions avec l'Iran ont commencé à monter, ce réseau s'est activé rapidement. Cet épisode a révélé une vérité simple mais puissante sur les alliances modernes. La fiabilité en cas d'urgence compte souvent plus que l'appartenance formelle à une organisation fondée sur un traité. La véritable fiabilité ne dépend pas du nombre de traités signés. Il s'agit de savoir qui répond présent quand les missiles commencent à voler. En fin de compte, les choix politiques, les menaces communes et les intérêts stratégiques déterminent qui fait front commun quand l'enjeu est le plus élevé. À l'avenir, la sécurité mondiale reposera sur des alliances traditionnelles et des partenariats flexibles. L'OTAN restera le pilier de la défense occidentale en Europe. En dehors de cette région, d'autres coalitions pourraient se former entre pays face à des dangers similaires. On a longtemps cru que les alliés majeurs de l'Amérique étaient ceux unis par des traités formels. Cependant, la géopolitique moderne raconte une histoire plus complexe. Lors de la prochaine crise, le partenaire clé ne sera peut-être pas celui au sein de l'alliance attendue. C'est peut-être celui qui agit le premier dès que le danger survient.